Bonjour, bienvenue dans ce nouveau Web Live MG. Aujourd'hui, on va parler de votre trésorerie, qu'elle soit professionnelle ou personnelle. Et vous cherchez des solutions, vous voulez en savoir un petit peu plus sur les conditions actuelles. Eh bien, nous avons à nos côtés deux spécialistes. Tout d'abord, Thibaut Destagnol, bonjour. Bonjour Laurent. Alors, vous êtes ingénieur patrimonial. Oui. Vous connaissez toutes les solutions. On essaye. En tout cas, les meilleures, j'espère. Et puis, on retrouve traditionnellement dans cette émission Web Live MG, parce qu'on commence à en faire quelques-unes, Éric Luchet, le président d'MG. Bonjour Laurent. Alors on peut s'étonner de se dire, bah tiens, MG, plutôt expertise comptable, s'intéresse aux financiers forcément avec les bilans, mais aussi à travers ses services proposés. Tout à fait, Laurent. MG accompagne bien évidemment les chefs d'entreprise tout au long de leur parcours professionnel, tout au long de leur vie professionnelle. Et effectivement, l'aspect financier, l'aspect trésorerie, la gestion de cette trésorerie est extrêmement importante. Alors, tant professionnel que personnel. L'individu aussi est intéressé sur ces sujets-là, bien évidemment. Et pour ce faire, effectivement, depuis plus de 20 ans, le groupe MG a créé une cellule de gestion de patrimoine, d'audit patrimonial, dont Thibaut Destagnol fait partie, qui permet effectivement d'accompagner. Aujourd'hui, nous avons 8 personnes, dont 3 ingénieurs patrimoniaux dans cette structure. Alors, comment optimiser sa trésorerie? C'est ce que nous allons voir. Vous pouvez réagir puisque nous sommes en direct pendant une demi-heure. Et même si vous nous regardez en replay, nous viendrons régulièrement avec Aurélie, notre webmaster, regarder les différentes questions et on va peut-être interagir ensemble. Alors, la première question, comment ça se présente chez MG? Je sais qu'en termes d'encours, vous êtes sur 120 millions d'euros. Ce n'est pas rien. J'imagine que vous avez différents profils de clients et de propositions. Oui, alors 120 millions, c'est ce qu'on gère aujourd'hui actuellement. Et c'est une vraie chance, en tout cas, de travailler avec le groupe MG, puisque du coup, on accompagne tous les gérants de sociétés, tant sur leur cession, mais aussi sur leur emploi de leurs capitaux et sur des stratégies globales qui répondent à leurs objectifs. Alors, si on doit résumer en quelques mots cette gestion patrimoniale, que diriez-vous? Alors, si on devait résumer le métier du conseil en gestion de patrimoine, ce serait de l'appréhender comme un puzzle où on assemble les différentes pièces, à la fois financières, juridiques, fiscales, pour arriver non pas à une, mais peut-être plusieurs stratégies pour répondre à des objectifs précis, comme par exemple optimiser la rentabilité, ce dont on parle aujourd'hui, ou réduire ma fiscalité, protéger mon conjoint, ou commencer à réfléchir sur la transmission de son patrimoine. Alors, quand on dit patrimoine, on a l'impression qu'on s'adresse qu'aux riches. Mais en fait, c'est ouvert un peu à tous. Et puis, on est tous un peu riches de quelque chose. C'est vrai. Et c'est vrai que la gestion de patrimoine a une image haut de gamme, principalement due aux banques privées qui sont très sélectives. Bien sûr, plus on a un patrimoine important, plus les effets leviers sont importants. Mais en réalité, pas besoin d'être millionnaire avec 100, 200 000 euros de placement. On peut arriver déjà à avoir de beaux résultats. Donc, on s'adresse à la fois aux SPP+, aux chefs d'entreprise. Alors, premier cas d'école, quelqu'un vend sa société et se retrouve avec une belle trésorerie. Qu'est-ce qu'il peut en faire? Quelles sont les solutions pour l'optimiser? Alors, c'est un vaste sujet puisque on ne commence pas par déjà proposer un placement, mais plus par définir une sorte de cahier des charges en définissant et en répondant à des questions très précises comme un niveau de risque maximum à atteindre, à ne pas dépasser, une rentabilité peut-être souhaitée, une fiscalité aussi, bien sûr, la moins importante possible, et surtout une disponibilité des capitaux. Est-ce que je vais en avoir besoin dans l'année prochaine ou peut-être dans 10 ans? Et ça, c'est super important en termes de gestion. Oui, on parle souvent à ce niveau-là de support ou de véhicules relativement connus, le PEA, le fameux plan épargne-action, le contrat de capitalisation qu'on va évoquer tout de suite, et puis bien sûr, comme on dit toujours, le placement préféré des Français, le contrat d'assurance vie sur lequel on va revenir à quelques minutes. Exactement. Alors, en fait, on a deux types de contrats. Le contrat de capitalisation, on l'a dit, et le contrat d'assurance. On essaye d'éclairer les personnes. Alors, ce sont deux types de contrats qui se ressemblent notamment sur la diversité des supports d'investissement qu'on pourrait trouver à l'intérieur, mais aussi sur la fiscalité des gains. Je ne vais pas vous embêter avec l'aspect, les calculs. L'assurance vie se démarque par contre sur la fiscalité successorale, donc c'est-à-dire en cas de décès, où là, on peut adjoindre ce qu'on appelle une clause testamentaire, qui est une sorte de mini-testament qui va définir à qui on transmet ses capitaux. Et au niveau fiscal, on peut exonérer de toute fiscalité successorale 152 500 par bénéficiaire. Voilà.
Ça, c'est un premier point. Oui. Alors après, on peut se poser la question de ne pas commettre d'erreur, parce que c'est toujours un peu compliqué de laisser son argent à un gestionnaire de patrimoine, par exemple. Donc, s'il y a des erreurs, en tout cas, à faire, notamment sur le plan financier, ce serait de ne pas céder au chant des sirènes qu'on pourrait trouver en publicité à droite à gauche, vous garantissant depuis 10% par an. En finance, il y a un principe, c'est que toute performance a une contrepartie en risque, et d'avoir une garantie de rentabilité élevée, ça doit plutôt éveiller des soupçons et bien sûr de prendre beaucoup plus de précautions, parce que là, dans ce cas précis, le diable pourrait se cacher dans les détails. Alors, il y a différents types de clients, j'imagine, ceux qui veulent prendre du risque pour ramasser un peu plus, si vous me permettez l'expression, puis ceux qui se disent j'ai gagné mon patrimoine avec les années, je vais pas te faire n'importe quoi. Cette gestion des risques, ça s'étale en différentes phases, c'est ça? C'est ça. 6 ou 7? C'est ça, exactement. C'est pas une échelle qu'on invente, hein, bien sûr, elle est réglementée. Et on passe du plus sécuritaire avec le 1 sur 7 jusqu'au 7 sur 7, où là on est sur du marché action, avec un risque de variation et tous les risques qui pourraient être associés. Ça veut dire que sur 1 sur 7, on va être sur un taux qui est proche de l'inflation ou bien en dessous, et puis à 7 sur 7, on peut peut-être doubler la mise, je ne sais pas. On prend plus de risques. C'est pour ça tout à l'heure, on parlait d'un véhicule qui est le plan d'épargne action. Le plan d'épargne action, c'est effectivement des investissements actions et qui effectivement derrière génère un risque. L'intérêt du plan d'épargne action, c'est quand même qu'au bout de 5 ans, les intérêts capitalisés, s'il y a eu gain, sont totalement exonérés d'impôts. Donc, quelque part, il y a quand même aussi des intérêts. Donc, d'où l'utilisation du véhicule est très, très important. Et c'est vrai que la fiscalité là-dedans joue un rôle énorme. On parle souvent, traditionnellement, de rentabilité. Combien ça t'a rapporté? 1%, 0%, 3%, 4%. Mais si je place mon argent avant, par exemple, 70 ans ou après 70 ans, ma fiscalité sur un contrat d'assurance vie est totalement différente. Si je prends un exemple très concret, quelqu'un qui aurait 300 000 € à placer et qui utiliserait le support de l'assurance vie, en ayant 2 enfants, si la même personne venait à décéder, la totalité des 300 000 € serait exonérée de droits de succession. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a 152 500 € exonérés totalement en droits de succession par bénéficiaire dans le cadre d'un contrat d'assurance vie. Si ces mêmes 300 000 € n'avaient pas été investis par l'intermédiaire d'un support contrat d'assurance vie, alors ils auraient été soumis en totalité aux droits de succession, et ça peut très très rapidement aller jusqu'à 45%. Donc 45% de taxation sur 300 000 € en cas de décès. D'un autre cas, si j'ai bien interprété dans le cadre de mon assurance vie, que je l'ai bien utilisé, je suis totalement exonéré. Il est clair que à l'intérieur, et Thibaut va nous en parler, de ce contrat assurance vie, quels supports sont choisis, et là on parle vraiment de rentabilité et d'optimiser le pourcentage pur de cette trésorerie. Pour autant, on se rend bien compte que le choix du support est extrêmement important, parce que j'allais dire naturellement, la douloureuse à la sortie, elle peut être très très importante et elle peut vous manger un petit peu la rentabilité que vous avez pu avoir sur les 10 produits. Pour y voir clair, d'autres exemples, d'autres précisions? Sur l'aspect fiscal, c'est vrai que Eric a déjà bien parlé du coup de tout l'aspect successoral, et c'est vrai que plus on multiplie les bénéficiaires dans cette clause, qui est trop souvent négligée par les intermédiaires financiers classiques, on arrive quand même à exonérer un capital qui aurait été fortement officialisé. C'est déjà une performance immédiate. Alors, toujours sur l'assurance vie, on entend souvent dire que l'assurance vie est bloquée pendant 8 ans. Est-ce systématiquement vrai? Alors, pas du tout. C'est, on va dire, un abus de langage. C'est simplement que cette période de 8 ans, au bout de cette période de 8 ans, l'assurance vie va avoir une fiscalité allégée sur les gains. Mais même avant 8 ans, vous pouvez retirer à tout moment les capitaux qui sont investis en assurance vie. Là, on parlait plutôt du perso. Au niveau professionnel, qu'en est-il? Au niveau professionnel, déjà, il faut définir pour l'entreprise quel est son niveau excédentaire de trésorerie. C'est-à-dire son niveau excédentaire, c'est la trésorerie qu'elle n'aura pas besoin pour faire fonctionner son exploitation dans un cadre normal. Donc, on parle bien évidemment du fonds de roulement, du besoin en fonds de roulement, de la trésorerie normale. On n'utilise pas un PGE pour faire un placement financier, ce n'est pas son objectif. Donc, effectivement, on parle uniquement de cette trésorerie excédentaire. On peut dire que c'est la bouée, la sécurité, le parachute, peu importe comment on va le dénommer, mais c'est cette trésorerie dont l'entreprise n'a pas besoin pour fonctionner. Voilà, spontanément, j'ai une question d'Agnès. Bonjour. Ce qui nous intéresse, c'est le placement de la trésorerie à court terme pour une société qui fait de la contractance générale.
c'est encore un autre cas. Ah oui, alors du coup, c'est vrai que sur du court terme, on l'a vu tout à l'heure, hein, on a mis en relation le risque et la rentabilité, mais il y a aussi cette notion d'horizon d'investissement qui joue fortement sur l'allocation qu'on peut faire, notamment en trésorerie. Pour une trésorerie courante, clairement, on ne va pas pouvoir prendre beaucoup de risques puisqu'on s'engage sur un faible horizon d'investissement. Et donc, du coup, on a des solutions classiques du banquier, comme le dépôt à terme. Alors, avec des taux qui sont historiquement bas, ça ne va pas chercher très loin en termes de rentabilité. On parle de 0,05, ça fait personne. Hein. Exactement. Par contre, si on peut aujourd'hui, sur cette trésorerie, et là, comme l'a dit Eric, parler d'excédent de trésorerie, bloqué sur une durée un peu plus longue, on peut faire des choses un peu plus intéressantes, de l'ordre de 3 à 4% net de frais de gestion. Au niveau fiscal, pour y voir clair, on peut parler de compte titres, de dépôt à terme. Tous deux offrent les mêmes reflets ou pas? Aujourd'hui, c'est clair que quand on parle de dépôt à terme compte titre, on n'a pas de fiscalité privilégiée, fiscalité particulière. Vaut mieux regarder effectivement un contrat de capitalisation, et d'investir sur des supports. Alors, en ce moment, compte tenu de la situation, c'est vrai que les supports qui sont basés sur de l'immobilier ont relativement la cote parce qu'il y a une certaine stabilité et, comme vient de le dire Thibault, avec des rentabilités nettes de frais de gestion qui avoisinent les 3-4%. Donc, c'est vrai qu'on évoquait tout à l'heure le 0,05% du compte à terme. Je dirais, il n'y a pas photo, même si 3 ou 4% intrinsèquement, ça ne fait pas soulever les foules d'un point de vue investissement financier. Pour autant, par rapport à un 0,05, c'est vrai qu'on est dans une configuration plutôt extrêmement positive. C'est vrai que ça fait la différence, en tout cas, si on est capable de bloquer, je dirais, sur 2-3 ans, ces sommes-là, que ce soit au niveau perso ou au niveau pro, avec des excédents de trésorerie, on peut partir sur ce genre de support. Et en plus de ça, le contrat de capitalisation offre une fiscalité avantageuse par rapport au compte titre et au dépôt à terme qu'on a vu, puisqu'il permet de figer à l'ouverture une taxation qui est la même et bien sûr moins importante que ce qui aurait dû être payé si elle avait été en compte titre. Finalement, il faut bien prendre conscience des risques, d'échanger avec un conseiller financier pour se dire où je vais et à quel niveau aussi. Puis on peut faire le mélange des genres, on peut avoir une somme d'argent et diviser un peu les risques sur différents produits. Complètement, on a parlé tout à l'heure du véhicule, du support, que ce soit un PEA, un contrat de capitalisation, un contrat d'assurance vie, mais à l'intérieur de ces supports, quels sont les choix? Et c'est là où tout à l'heure Thibault évoquait la zone de risque de 1 à 7. Effectivement, quelqu'un qui veut 0 risque, 1 à 7, aujourd'hui, on sait très bien que le taux de l'argent est négatif sur les marchés financiers. Donc aujourd'hui, la rentabilité sera nulle ou quasi nulle. Si maintenant j'ai envie d'avoir un petit peu plus de risque et que je monte dans les degrés, si j'arrive à 7, c'est que j'ai un profil très risqué, je peux gagner beaucoup ou perdre beaucoup. Alors, on va prendre un exemple concret, un profil que vous nommez défensif, messieurs. 3 sur 7, donc on est moyen dans les risques, voilà. Un horizon d'investissement d'au moins 5 ans, quelle performance peut-on imaginer obtenir? Alors là, du coup, on est sur un cadre défensif, donc le but, c'est pas de prendre du risque, donc d'avoir des variations en termes d'encours. Et là, l'investissement se ferait principalement aujourd'hui en immobilier, c'est ce qui paye le mieux, c'est-à-dire qu'il y a la meilleure des rentabilités avec le minimum de risque, et on serait de l'ordre du 3 à 4% net de frais de gestion, et si on le fait au travers d'un contrat d'assurance vie, c'est encore mieux, puisque les intérêts ne sont pas fiscalisés tant qu'on ne retire pas d'argent. Voilà. Je voulais revenir sur une question qui revient souvent, parce que là, on parle de produits qui sont avérés sûrs, que vous connaissez très bien, puis on cherche souvent la voie à l'étranger. En Suisse, par exemple, on est à côté, ça va de Savoie. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que les banques suisses ont des propositions plus attrayantes, différentes que ce qu'on peut voir sur notre hexagone? Alors, je pense qu'au niveau des banques suisses, il y a certains avantages. Thibault va peut-être mieux répondre que moi. Après, les produits, quand on est sur du marché international ou même du marché national, on parle des mêmes produits en termes de rentabilité. Pour autant, effectivement, aujourd'hui, placer son argent en Suisse, on peut y voir un intérêt, je dirais, plutôt sécuritaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait qu'en cas de... Je vais appeler ça un crack bancaire, si ça pouvait exister un jour. Nos banques françaises sont fort heureusement extrêmement sécurisées parce qu'effectivement, la réglementation française est bien plus sécuritaire que d'autres banques et donc qu'on a pu voir dans les grands cracks américains ou autres il y a quelques années.
Pour autant, si ça arrivait, effectivement, la garantie légale est de 100 000 euros par personne. Donc aujourd'hui, ça reste une belle somme, mais ça reste faible pour certaines personnes qui ont des montants ou des capitaux. Si vous vendez votre entreprise et que demain vous encaissez 1 million d'euros, s'il y a un crack et qu'on vous rend que 100 000 euros, c'est vrai que ça peut interroger. Et à ce niveau-là, les banques suisses aujourd'hui n'ont pas de plafond, c'est-à-dire qu'elles vous garantissent, entre guillemets, le capital investi. Pas le capital placé, c'est-à-dire qu'effectivement, si vous placez sur des actions risquées et que l'action dégringole, eh ben, vous perdrez bien évidemment votre capital, mais pour autant, l'argent investi par rapport à le point que je viens d'évoquer avant, est plus garanti que sur le territoire national. Alors, sans aller au crack, on va prendre le profil de quelqu'un qui ose risquer un peu avec son argent. Ouais. Qu'est-ce qu'on lui propose? Alors là, on est vraiment sur un profil risqué et du coup, c'est une question assez complexe à répondre puisque tout dépendra de l'investissement. Là, du coup, on rajoute une dose de risque, donc une dose d'incertitude. Et aujourd'hui, avec les économies et le marché actuel, on a peu de visibilité, notamment à cause du Covid, à cause de tensions aujourd'hui entre la Russie et l'Ukraine, l'éventuelle remontée des taux, que ce soit aux US ou en Europe. Beaucoup de dossiers sont sur la table qui rajoutent de l'incertitude et du coup, alors, ça pourrait être une opportunité de rentrer sur les marchés, étant donné la toute récente correction qu'il y a eu. Donc pour certains qui veulent investir en actions, il faut avoir le doigt sur le bouton, essayer de rentrer au bon moment, mais il faut parfois avoir le cœur bien accroché, puisque d'encaisser une crise comme on a connu pendant la crise du Covid, c'est des moins 30, des moins 40 en quelques séances. Donc, et la pire des choses, ce serait de vendre à ce moment-là. Il y a un facteur, l'inflation, on en parle. Alors l'inflation, c'est une chose, j'allais compléter ce que venait de dire Thibault par rapport à ce phénomène-là. On a des clients qui en 2008 ont investi des sommes importantes, qui sont allés jusqu'à des pertes de plus de 50-60% de leurs capitaux, et qui aujourd'hui ont plus que doublé leur capital investi en 2008. Donc comme le disait Thibault, c'est effectivement il faut avoir le cœur bien accroché, il ne faut pas avoir un besoin immédiat de cette trésorerie quand on joue sur les marchés actions. Pour autant, on sait que sur du long terme, le marché actions reste le marché le plus rentable. Mais effectivement, comme on dit, on fait le yo-yo. Et donc à ce niveau-là, il ne faut pas vendre dès que l'action baisse, parce que dans le temps, on sait que ça va remonter. Et effectivement, on vient de vivre 2 années complètement extraordinaires dans leur incertitude, où effectivement la visibilité, la lisibilité des marchés financiers était quasi impossible. Alors, je parlais de l'inflation. Est-ce que ça a des conséquences sur l'évolution des choix dans les semaines ou les mois à venir? Alors, effectivement, l'inflation, aujourd'hui, on augmente quand même pas mal. Et tout le segment, on va dire, support d'investissement garanti, taux garanti, comme on aurait pu trouver dans les contrats d'assurance vie avec le fonds euro, deviennent à rentabilité négative si on prend en compte cette inflation. Donc, pour avoir une performance nette de tout, il faut s'entraîner et aujourd'hui accepter de prendre un peu plus de risques. Alors, pas partir sur des profils complètement risqués, mais du 3 sur 7 qui dégage du 3-4 net par an permettent d'amortir et de compenser cette inflation. La crise, on l'a déjà connue. On est en train de la connaître, finalement, on s'en sort plutôt pas mal au niveau des entreprises. Comment vous projetez dans les 10 ans à venir ou les 5 ans à venir au niveau justement des placements et de cette trésorerie? C'est extrêmement compliqué comme réponse. Je vais me retourner vers Thibault. Parce que si un gestionnaire de patrimoine était capable de prédire sur les 5 à 10 ans, Laurent, comme tu viens de nous le demander, je pense que demain, il va y avoir beaucoup de queues de clients qui vont faire la queue devant le groupe MG et Expert et Patrimoine, parce qu'effectivement, on serait très très fort. Non, je pense que la visibilité, elle est différente. Comme l'a dit Thibault, il faut analyser le profil de chaque investisseur en fonction de ses velléités, en fonction de ses risques. Comme tu l'as souligné tout à l'heure, c'est aussi très souvent un panachage. Si j'ai une certaine somme, une certaine enveloppe, je vais utiliser un pourcentage de cette enveloppe sur des marchés actions, des marchés plus risqués, conserver une partie sur des fonds euros ou quelque chose de plus sécurisé pour garder effectivement une sécurité à une partie du capital. Et c'est le mix des deux qui fait que mon enveloppe globale va grossir d'un certain montant. Quelle visibilité on peut avoir demain? On a certains marchés qui sont tellement aléatoires, c'est sûr qu'on voit des montées extraordinaires, mais des chutes aussi encore plus extraordinaires sur des marchés pays de l'Est, les marchés chinois ou autres. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, prédire tout ce qui va se passer, c'est aujourd'hui extrêmement compliqué. C'est pour ça aussi que l'aspect sécurité
sécuritaire d'avoir des produits très intéressants assis sur de l'immobilier, que ce soit de l'immobilier personnel ou professionnel, souvent c'est des biens professionnels, ça assoit une certaine sécurité parce qu'on est sur des entreprises qui payent leur loyer, donc des entreprises stables. Donc finalement un produit très sécurisé avec une rentabilité très intéressante, je le redis. Même si 3-4% ça ne fait pas soulever les foules, par rapport à un 0,05, c'est quand même beaucoup, beaucoup plus. Est-ce que, sans changer de sujet, est-ce que c'est pour ça qu'il y a une inflation immobilière aujourd'hui, que les gens ont réinvesti peut-être dans l'immobilier? Alors là-dessus, je pense qu'il y a un autre phénomène qui tient aussi de l'économique, qu'effectivement les gens ont une incertitude sur l'investissement financier, l'investissement action. Et donc effectivement, on sait très bien que dans toute crise, c'est un peu la pierre qui revient. La pierre, c'est un peu la sécurité. Hein. On n'est terrien, c'est du dur, on sait où on a mis l'argent et qu'en cas de problème, on est toujours à même de pouvoir revendre. Toutefois, attention quand même, hein, ça reste un investissement immobilier et on achète de l'immobilier. Comme je dis toujours aux clients, on n'achète pas ni une carotte fiscale, ni un placement de rentabilité, mais on achète un bien qu'il faudra revendre. Donc regardez toujours où se situe le bien, allez le visiter et n'achetez pas simplement sur plan parce qu'un vendeur de fiscalité est venu vous dire que vous alliez avoir un abattement fiscal sur votre impôt. Attention à ça. Merci de cette précision importante. Alors on a une question sur le web, hein, vous pouvez réagir en direct. Recommanderiez-vous aujourd'hui de sortir l'argent ou de le laisser jusqu'à la retraite plus 20 ans? Alors, entre parenthèses. De le sortir de l'entreprise, Laurent? Ah ben, il faut traduire. Il faut traduire. Alors, c'est Agnès qui nous pose cette question-là. Recommanderiez-vous aujourd'hui de sortir l'argent ou de le laisser jusqu'à la retraite, entre parenthèses, plus 20 ans? Alors, si je traduis que cette trésorerie est à l'intérieur d'une structure d'exploitation, c'est-à-dire dans une entreprise, il faut savoir effectivement, si je comprends que la personne en question n'en a pas besoin, tout dépend l'objectif personnel. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une analyse économique. Est-ce que je suis en phase de cession d'entreprise? Et donc là, il y a des effets fiscaux, effectivement, des effets de levier de céder son entreprise à un moment ou à un autre, et donc de pouvoir bénéficier d'exonérations supplémentaires. Donc là, on rajoute encore, je dirais, une casquette aux leviers fiscaux qu'on évoquait tout à l'heure. Pour autant, je vais laisser Thibaut répondre sur la rentabilité. Je pense que les supports, qu'ils soient à l'intérieur d'une société ou à titre privé, voilà, c'est plutôt de sortir cette trésorerie de l'entreprise va générer une fiscalité. Et c'est ça qu'il faut éviter. Soit j'en ai besoin pour un autre projet, et à ce moment-là, ça s'analyse d'une certaine manière, soit je l'utilise à l'intérieur de cette société pour la faire grossir ou pour développer d'autres activités, et c'est encore... Donc là, je dirais que la question est très très large, c'est très compliqué d'y répondre simplement, on va dire. Et c'est clair que s'il faut sortir des capitaux d'une société, essayons de le faire avant 70 ans, puisque du coup, il y a toujours ce couperet à 70 ans où on change de fiscalité au niveau de l'assurance vie et on tombe vraiment sur une fiscalité bien plus lourde. Alors, on va revenir sur des cas pratico-pratiques. On l'a dit tout à l'heure en début d'émission, on peut commencer à s'intéresser à ce genre d'investissement à partir de 100 000 € et d'être accompagné par vos soins. On reviendra un peu sur votre rôle, parce que vous êtes un intermédiaire et c'est peut-être vous qui marquez le stop ou le feu vert au bon moment. Si j'ai 300 000 € à placer, qu'est-ce que j'en fais aujourd'hui? Alors, à cette date, ça fait une synthèse au final. Si on récapitule un peu toutes les étapes, bien sûr, c'est de se poser les bonnes questions. Est-ce que ces 300 000 sont pro, perso? À ce moment-là, je ne vais pas réfléchir de la même manière. Quels sont les objectifs? Est-ce que je vais avoir besoin de retirer ces capitaux très vite ou je peux les laisser placer longtemps? Et quels risques je peux prendre dans le temps? Ensuite, c'est là où on va passer sur la construction vraiment d'une allocation. Donc, comme disait Eric, c'est de panacher un peu toutes les solutions entre du sécuritaire, de l'immobilier à mi-chemin et pourquoi pas un peu d'action pour arriver à un portefeuille qui ressemble au client pour arriver à une rentabilité prévue. En fait, Thibaut, vous êtes en train de nous dire qu'il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Exactement, c'est le nerf de la guerre. Très bien. D'autres précisions à rajouter? Alors, je voulais revenir sur le rôle d'un ingénieur comme vous, parce que finalement, il y a les geeks de la finance qui savent jongler, qui passent leur journée sur Internet. Ça prend beaucoup de temps, j'imagine. Oui, alors effectivement... Quel est l'intérêt, en fait, de passer par vous, pour être clair? Alors... de passer par un conseiller en gestion de patrimoine, il y en a beaucoup de types différents. Mais aujourd'hui, nous, on a cette chance, c'est de pouvoir non pas être exclusif vis-à-vis de banques, c'est-à-dire pousser uniquement les produits d'une banque particulièrement. C'est de pouvoir choisir le partenaire avec qui travailler, donc bien sûr celui qui travaille le mieux, celui qui propose les meilleurs supports,
et bien sûr de sélectionner aussi les meilleurs supports d'investissement qu'on peut trouver en France et à l'étranger, Luxembourg, Suisse, voilà. Et j'imagine qu'avec la vision globale que vous avez en tant qu'expert comptable, ça permet aussi d'être proactif, entre guillemets. Il est très clair qu'avec la connaissance qu'on peut avoir en tant qu'expert comptable du client, de son dossier, de son exploitation, mais également de sa situation personnelle, on travaille en totale transparence avec les équipes d'experts et patrimoine, ce qui nous permet effectivement d'optimiser au mieux la demande du client et son besoin. Donc effectivement, de pouvoir placer en fonction de son profil, comme l'a dit Thibault, et d'optimiser effectivement cette rentabilité. Encore une fois, en France ou à l'étranger. Et comme l'a dit Thibault, c'est très très important, on est capable de présenter tous les types de supports qui existent sur le marché, voilà, contrairement à des gens qui sont plus attachés à une marque précise. Je dis marque, je pense à tous les partenaires financiers qui existent sur la place, qui effectivement ont tendance à pousser leurs produits maison. Et ça a un coût pour l'acteur qui vient vous voir? Alors, deux modes de rémunération, en tout cas pour le conseiller. Soit une rémunération sous forme d'honoraires, où là, du coup, on vous donne nos préconisations, mais à vous de les mettre en place de manière complètement libre avec qui vous voulez. Soit on va jusqu'au bout, donc la préconisation jusqu'à la mise en place. Et là, du coup, on a réfléchi à un modèle, c'est-à-dire que au lieu que ce soit le client qui paye qui ait une facturation supplémentaire, on s'est adressé à nos partenaires qui nous rétrocèdent une partie de leurs frais de gestion. En gros, ça ne coûte pas plus cher aux clients de passer par nous, c'est simplement le partenaire qui nous rétrocède une partie. Sans compter le gain de temps dont je parlais tout à l'heure. Exactement. Ok, donc maximum de performance, minimum de risque, minimum de fiscalité, ça passe par une traduction que vous pouvez joindre à n'importe quel client tout au long de l'année. Parce que tout au long de l'année, j'imagine que vous rappelez les gens, et attention là, on a fait un truc, on change, etc. Il y a la flexibilité derrière, en fait, c'est la question que je voulais vous poser. C'est ça, bien sûr. Nous, on est une équipe, vous l'avez vu, de 6 personnes. On reste disponible, alors pas 24, mais beaucoup, enfin bien toute la journée en tout cas. Grosse disponibilité la nuit, j'espère, vous travaillez la nuit. Pardon? Vous travaillez la nuit. Hein. Oui, bah oui. Mais c'est vrai qu'on essaye d'être disponible. Et puis surtout, ce que le client ne voit pas, c'est tous les petits grains de sable qu'on pourrait avoir sur un passage d'ordre, sur une gestion courante aussi d'un portefeuille. C'est nous qui nous en occupons pour le client. Donc ça, il ne le voit pas, mais c'est un confort en tout cas pour nos clients et j'espère qu'ils seront contents. Voilà. Eric, le mot de la fin? Non, le mot de la fin, c'est de dire qu'aujourd'hui, on se rend compte que c'est un travail qui fait appel à des professionnels, c'est complexe. Ça change beaucoup. Aujourd'hui, on voit bien que d'un point de vue économique et par rapport à tout ce qu'on vient de vivre ces dernières années, les marchés ont été complètement fous. Ils sont montés, ils sont descendus. Donc, si on n'a pas derrière nous, effectivement, sur ce type d'analyse, des professionnels qui analysent ces marchés, je dirais d'une manière extrêmement précise. Voilà, tout à l'heure, on évoquait le fait de chacun peut aller boursicoter dans son coin. Parler, voilà, dans son coin, sur Internet, de connexion, de clics, et on est capable d'acheter des actions en bourse. Par contre, effectivement, de savoir quelles actions acheter, à quel moment les vendre, comment faire. Thibault, à l'instant, évoquait le fait de faire vivre un portefeuille client, c'est-à-dire de l'analyser, de dire attention, là, effectivement, on a une zone de risque, de le faire évoluer, plus ou moins risqué, sur tel ou tel support. Et puis surtout, on en a parlé aussi tout à l'heure, cette fiscalité qui est liée à ces supports, qui est extrêmement importante. Donc le fait d'avoir effectivement une structure comme Expert et Patrimoine au sein du groupe MG nous permet d'optimiser pour les clients, et je le redis tant professionnel qu'à titre privé, la gestion de ces capitaux. Thibault, Eric, merci pour ces propos. J'espère que vous y voyez un petit peu plus clair. N'hésitez pas à poser vos questions à travers cette émission, même en replay, puisque nous consultons régulièrement les commentaires. À très bientôt, bon placement, et puis meilleurs vœux, messieurs, parce qu'il est encore temps. C'est vrai. Merci Laurent. Merci Laurent.